Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Delphine est devenue coach professionnelle après une brillante carrière à l'international. Son mari l'a d'ailleurs suivie à chacune de ses expatriations. Ensuite, c'est elle qui l'a suivie et ils ont atterri à Clermont-Ferrand. On écoute son histoire. Bonjour Delphine. Bonjour Emmanuelle. Tu vas bien ? Je vais bien. Je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode de podcast. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Delphine, j'ai 42 ans, bientôt 43. J'ai 3 enfants merveilleux qui ont bientôt 14, 11 et 7. Un mari fantastique. J'habite en Auvergne depuis 10 ans maintenant. Je suis originaire de la région centre. Et je suis depuis un peu plus de 3 ans coach professionnelle et formatrice dans tout ce qu'on appelle les soft skills. Ok. On y reviendra, tu nous expliqueras plus précisément ce que c'est. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait comme études et ton parcours professionnel avant de devenir coach ? Alors, études, j'ai fait, à l'époque c'était un bac S. J'ai fait une prépa HEC qui m'a conduite à passer les concours d'école de commerce. Donc, j'ai ensuite fait une école de commerce à Paris, en région parisienne, l'ESSEC, qui m'a amené pas mal à voyager. Donc, j'ai travaillé dans le marketing européen, dans une entreprise, une multinationale au début, qui, par le biais de différentes restructurations, m'a donné des opportunités de voyager à l'étranger. Donc, j'ai habité 3 ans en Angleterre, 3 ans en Suisse, et j'ai travaillé 8 ans dans cette entreprise. D'accord. Ça te plaisait ? Ça me plaisait. Alors j'allais dire l'histoire de ma vie, c'est la difficulté à choisir. J'ai jamais su trop ce que je voulais faire, mais tout m'intéressait en fait. D'accord. Donc ma grande problématique, c'était de ne pas me fermer de porte et de pouvoir continuer à faire plusieurs choses. Donc la prépa HEC, c'était royal pour moi parce qu'il y avait encore toutes les matières qu'on faisait au lycée. L'école de commerce, pour moi, c'était l'école de la vie parce que tu pouvais y faire aussi bien de la finance que du marketing, des RH, enfin voilà, tous les métiers de l'entreprise. Et puis, moi, j'avais rencontré quelqu'un dans cette école que je rêvais d'intégrer et que j'ai fini par intégrer, mais sans vraiment y croire. J'avais rencontré des anciens de l'école et parmi ces anciens, il y avait un prêtre. Et je me suis dit, si on peut faire une école et devenir prêtre... Une école de commerce et devenir prêtre, et bien finalement, on peut tout faire. Donc, je prends pas beaucoup de risques à aller là-bas et j'ai envie de faire ça. Donc j'ai beaucoup aimé mes études, qui m'ont permis j'aimais beaucoup les langues. Donc ça m'a permis de voyager, de découvrir tout un tas de disciplines. Donc ça m'a permis de découvrir plein de choses. En école de commerce, j'ai continué à faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire à papillonner, à faire plein de choses. Donc j'ai fait du japonais, j'ai appris le japonais, je suis partie au Japon. J'ai fait du marketing, j'ai fait des RH, j'ai fait de l'économie urbaine. Pendant un moment, j'étais très intéressée par la vie de la cité. Et à un moment, il a fallu choisir. Ouais, quand même. Donc mon école qui durait 3 ans, je l'ai fait en 4 ans avec tous ces voyages. Je suis partie au Canada aussi. Et à un moment, il a fallu choisir. Et le marketing, c'est un peu... encore une fois, c'était la discipline qui me permettait de pas choisir. Parce qu'en marketing... on est un peu au cœur de l'entreprise, on travaille avec la finance, la R&D, on s'intéresse aux consommateurs, on fait de la pub. Donc il y avait toutes ces disciplines qui alliaient plein de choses que j'aimais bien faire. Et je me suis dit, c'est chouette ça, je vais pouvoir continuer à être créative tout en ayant de la logique dans les chiffres. Donc c'est un peu comme ça, donc c'est un peu des non-choix. Enfin, je sais pas si c'est des non-choix, mais en tout cas c'est des choix qui m'ont permis de continuer à avoir une diversité une ouverture d'esprit, une diversité de pratiques. Donc me voilà partie dans le marketing, dans une entreprise que j'ai choisie qui était une grosse société, mais une société familiale, donc avec des valeurs entre guillemets humaines, en tout cas telles que c'était présenté. C'était ta première expérience ? Ma première expérience. D'accord. Qui a duré 8 ans dans D'accord. cette entreprise américaine qui commercialisait des produits d'entretien pour la maison. D'accord. Donc une entreprise assez grosse, mais quand même beaucoup moins grosse que les poids lourds du marché. Donc je m'y sentais plutôt bien, je trouvais les gens sympas.
Et j'ai appris plein de choses, ça m'a plutôt plu, ça m'a permis de voyager, mais toujours en fond, je pense une envie de faire autre chose. Alors pas de faire autre chose, mais de découvrir une d'autres envie choses. de pas vraiment être complètement à sa place en fait. D'accord. Tout le temps. Mais ça, alors pas lié qu'à l'emploi, je pense que ça a toujours été à l'intérieur de moi. D'accord. Ce côté, c'est quoi ma place, c'est quoi ma juste place. Donc là, je dirais qu'au gré des expériences, voilà, tant que j'apprenais, tant que ça me nourrissait, j'ai continué, mais j'avais toujours beaucoup d'interrogations sur le sens de tout ça. Parce que je pense que j'avais une grande naïveté en fait. Moi j'étais dans les disciplines, tu vois, j'adorais aller chez les consommateurs. Il y avait déjà un côté très psychologique en fait dans ce que je faisais, écrire des concepts, travailler avec les agences de pub. Mais au final, ce qu'on me demandait, c'était de faire du chiffre, enfin de faire des trucs. Oui, c'est les nerfs de la guerre. Hein. Et je pense que voilà, au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, mais moi, et particulièrement quand voilà, je travaillais sur des choses, je me disais, mais c'est ça qu'il faut faire. Et là, en fait, voilà, petit à petit, l'âge aidant, la maternité aidant aussi, puisque au fur et à mesure de ces voyages, il y a eu un enfant, puis deux. Je pense que je me suis rapprochée aussi beaucoup de moi-même. J'ai toujours beaucoup fait de développement personnel depuis très jeune, mais je cloisonnais beaucoup ces espaces. Donc il y avait comme si, voilà, j'évoluais à côté personnellement. Et sauf que professionnellement, ça suivait plus pas. Ouais. Ça se rencontrait pas. J'observais aussi des choses, beaucoup de jeux de pouvoir, des choses en entreprise qui m'allaient pas trop, qui me questionnaient beaucoup. Mais je questionnais ça en me disant mais c'est moi qui suis pas adaptée en fait. Donc il faut que tu continues à travailler sur toi. D'accord. T'as peut-être un problème. Ah ouais, d'accord. Oui, je pense que j'avais pas voilà, j'avais pas cette maturité, ce regard ou cette confiance de me dire c'est le système qui dysfonctionne. Donc je le prenais pour moi en fait. J'ai toujours été très adaptative et je me suis toujours beaucoup remis en question moi en fait. D'accord. Sans remettre en question. Trop là pour le coup. Trop, alors c'est mon chemin, je dirais, je sais pas si c'est trop, c'est mon chemin, je pense que j'ai eu besoin de ça et ces expériences elles m'ont nourri, donc à aucun moment donné je me dis, j'ai toujours choisi ce que j'ai voulu faire. Ouais. Personne n'a fait d'école de commerce dans ma famille, j'ai une maman prof, un papa qui était dans le privé, dans l'armement, et personne m'a vraiment, voilà, mes parents ont découvert l'existence des prépas au moment où j'ai dit je veux faire une prépa, donc il y a aucune prédestination dans mon chemin, donc je dirais que voilà, c'est ce qu'il fallait que je fasse pour arriver là où je suis aujourd'hui. Après cette première expérience de 8 ans, est-ce que tu as eu une autre expérience salariée ? Oui, donc cette expérience de 8 ans s'est arrêtée en Suisse. Alors, je le dis parce que c'est important, on est dans ce réseau de filles. Mon mari m'a suivie en fait à chaque fois. On est partis, donc on était tous les deux. Lui a commencé à travailler avant moi. Pendant que je finissais mes études, lui était déjà en poste. Et au moment où on s'est mariés, j'ai eu cette opportunité d'aller en Angleterre et lui venait de prendre un poste plutôt sympa pour lui. Et moi j'ai eu cette opportunité et donc on a pris la décision à deux de partir. Lui m'a suivi, à l'époque il parlait pas un mot d'anglais. Donc c'était pour lui un vrai challenge, une décision pas facile. Et donc il l'a fait une première fois et puis une deuxième fois 3 ans après quand on est allé en Suisse. Donc je salue ça en fait. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que j'ai un mari fantastique, mais j'ai eu des conditions, j'ai été épaulée au moment où j'ai dû l'être. Et puis en Suisse, donc là il y a eu deuxième congé maternité, donc mon deuxième enfant. Le premier je me suis arrêtée 6 mois. En Angleterre, les femmes s'arrêtent assez facilement 1 an. D'accord. Donc 6 mois c'était même moins que beaucoup de femmes. Et en Suisse, alors j'étais toujours sous contrat anglais et là j'ai choisi de m'arrêter 1 an. Donc j'ai pris le temps de profiter, de m'occuper de ma fille. Et quand je suis revenue, en fait se profilait une nouvelle restructuration. Alors dans les grosses boîtes c'est un peu, tous les 3 ans c'est des cycles. Et là mon poste en fait avait plus trop de raison d'être. Potentiellement on pouvait partir aux États-Unis. Donc c'était soit une nouvelle opportunité et on repart. Soit une opportunité tu la prends ou tu la prends pas. Et moi j'étais beaucoup en questionnement, j'avais à l'époque une manager pas très humaine qui m'avait fait beaucoup me questionner, qui venait des États-Unis, qui était brésilienne mais qui venait des États-Unis. Et je crois que c'était un moment où, de transition pour moi. Et à ce même moment, mon mari a eu une opportunité pour revenir en France. Donc cette fois-ci, j'ai pas pris l'opportunité de continuer d'aller. C'est moi qui l'ai suivi. Donc j'ai démissionné en fait. Okay. Alors j'ai pas tout à fait démissionné. J'ai demandé. En fait, je me suis dit, je repars en France.
En France, il y avait, on a choisi de venir à Clermont-Ferrand. Beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que vous faites à Clermont. Nous, on l'a choisi parce que ça ressemblait beaucoup à l'environnement qu'on avait en Suisse, avec une ville de taille moyenne où tu trouves tout, et puis la nature, tu fais 5 minutes et tu es dans la nature. Donc on a choisi de se mettre là. Et à l'époque, je me suis dit, mon côté, on en parlait, mon côté fidélité, je vais essayer de rester dans la boîte et tiens, j'ai jamais fait de commercial, je pourrais être chef de secteur dans ce domaine en attendant de trouver autre chose. Et j'ai rappelé la personne qui m'avait recrutée 8 ans auparavant, qui m'avait un peu formée et fait monter dans cette entreprise. Et je lui ai parlé de ce projet en toute naïveté. Et là, il m'a dit, mais moi, je recrute pas une mère de 2 enfants, tu comprends bien, je veux dire, sur le terrain. D'accord. J'en parle là parce que je sais qu'on est on est dans un réseau où on parle d'entrepreneuriat au féminin et même si moi j'ai pas souffert je suis pas une féministe, j'ai pas d'engagement par rapport à ça, mais je regarde aujourd'hui avec mes yeux de 40 ans et plus ce que j'ai vécu et je me dis ah ouais quand même, ça aujourd'hui on pourrait pas le dire. En fait. C'est ça. Et donc il m'avait dit, sur le terrain, on a besoin de gens engagés, il faut que tu te lèves tôt, tu vas dans les magasins des fois la nuit pour faire les rayonnages. Enfin voilà, moi je recrute pas une mère de 2 enfants. Ça se trouve tu vas en faire un 3e dans 6 mois. Et il me le disait comme ça en me tutoyant parce qu'on était assez proches et c'était assez choquant. Et là je me suis dit bon, tu sais quoi, en fait, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, quoi. Ouais. Donc je suis partie, j'ai bénéficié alors je sais plus comment ça s'appelait, mais d'un accompagnement pour sortir de l'entreprise, puisqu'on était en bons termes, que j'ai commencé en Suisse, puis après que j'avais demandé à continuer à être accompagnée à Clermont, parce qu'on ne connaissait pas du tout Clermont, on est arrivé là, on connaissait pas le terrain. Et donc il y a eu un premier bilan de compétences qui m'a pas emmenée dans des choses très différentes, mais qui a noté quand même un certain côté, j'avais envie un peu d'indépendance. Donc je m'étais dit, c'est peut-être le moment de voler un peu de mes propres ailes, donc peut-être de faire du conseil en marketing, d'utiliser mes compétences, mais de le faire en mode indépendant. Quand je suis arrivée là, j'ai commencé ma première accroche, c'était l'école de commerce de Clermont, puisque c'était ma culture, et j'ai commencé à donner des cours dans cette discipline. Alors ça m'occupait pas à plein temps, donc je m'étais dit mais c'est parfait, je vais faire du conseil à moitié, ça me permet d'être dans le marché et puis de la formation à côté. Sauf que très vite des peurs de quitter le salariat. Moi j'avais été dans une grosse boîte assez accompagnée et là un peu frileuse sur le côté déjà aller frapper à la porte. Moi j'avais pas un côté commercial. T'avais déjà créé une structure justement pour donner ces cours ou pas? Alors pour les cours non, puisque tu peux avoir un statut de vacataire. Donc j'avais un statut pseudo salarié, pas du tout sécurisant mais vacataire. Donc j'avais pas créé de structure, ça m'avait même pas effleuré l'esprit. D'accord. J'étais pas vraiment dans ce côté entrepreneuriat. Ouais. Et je pense, on pourra en parler après, mais je pense que je ne me sens pas une âme d'entrepreneur. D'accord. Je parle plutôt pour moi d'indépendance, mais pas forcément de. Je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a un côté conquête que j'ai pas. Mon ambition, c'est pas du tout de conquérir le monde, c'est plutôt d'être à ma place. Tu vas en parler de juste place et de pouvoir le faire librement dans mes valeurs. Et ça, c'est pas toujours facile en tant que salarié, surtout dans le domaine où je suis aujourd'hui. Donc voilà. Comme j'étais pas très vendeuse dans l'âme, j'ai commencé à faire la seule chose que je sais faire, c'est-à-dire rencontrer des gens plutôt dans l'intimité, faire du réseau, mais pas dans le mode j'enfonce des portes et je vais à des soirées. Donc j'étais dans des associations, j'étais dans l'association AVF que tu connais peut-être, qui accueille en fait les nouveaux arrivants dans toutes les villes. Ouais. Et cette association en fait organisait des sorties pour découvrir la ville. Et un jour, sortie dans une chocolaterie. Moi, je suis une fan de chocolat. J'adore le chocolat depuis très petite. Et donc, j'y vais. J'y vais avec une amie notamment qui était aussi dans cette association. Et je découvre cette entreprise qu'on me présente comme étant The Chocolatier à Clermont-Ferrand, une belle maison. Et effectivement, des beaux produits. Et là, il y a le patron qui présente la boîte. Et je l'écoute et je me dis, il est un peu nul encore. Je me dis, c'est dommage d'avoir une belle maison comme ça, des beaux produits et d'être pas très vendeur. Je vois tout ce qu'il y a à faire. Et puis ma fille me dit, vas-y, tu cherches des clients, va le voir.
Et donc j'y suis allée et en fait voilà, ça a bien accroché, on a discuté de manière assez naturelle, le courant est passé. Le marketing pour eux c'était un peu un gros mot, ils savaient pas ce que c'était, voilà, ils n'avaient pas de structure à l'intérieur, hein, c'était deux autodidactes, un couple qui avait monté ça et la maison était devenue belle, mais il n'y avait pas vraiment de stratégie ni même de personnes qui s'occupaient de ça. Et donc, comme ça a commencé une mission qui très vite s'est transformée. Alors, elle a eu la forme d'un CDD, donc tu vois, j'étais pas vraiment dans le côté entrepreneurial. Pour moi, c'était une mission. Et en me disant, il y en aura d'autres, enfin voilà, je vais en prendre d'autres. Et finalement, alors je suis rentrée par la petite porte de la com, sauf que très vite, j'ai vu tout ce qu'il y avait à faire, notamment en termes de structuration d'entreprise. On en a parlé, l'entreprise m'a fait confiance et du coup, ça s'est transformé en CDI. D'accord. Donc, je suis restée dans cette boîte 4 ans. Ok. Où là c'était du marketing un peu en mode couteau suisse parce que de la multinationale à la PME où ils étaient 40 à peu près, tu fais pas le même marketing, hein. Donc j'ai pu développer plein de choses, un service marketing, ça s'est étendu, moi je travaillais avec les 2 dirigeants et ça s'est étendu même finalement à la structuration d'entreprise, donc on s'est fait accompagner, j'ai fait venir parce que finalement une fois que t'es dedans, tu fais plus les mêmes choses. Et donc voilà, on a monté un comité de direction, on a organisé pas mal de choses. L'entreprise s'est bien développée, des ouvertures de magasins. Et quand je vois où ils sont aujourd'hui, moi j'avais laissé un beau plan de développement et ils l'ont suivi. Et aujourd'hui, ils sont à Paris, à Lille, à Strasbourg. Enfin, c'est une belle boîte. Sauf que, alors, je me disais, je passe de la multinationale à la petite boîte, je vais retrouver plus de valeur. Enfin voilà, l'humain va être plus au centre. Et en fait, j'ai vu des choses super moches. Un traitement de l'humain assez inacceptable en fait. Alors au début, voilà, j'arrivais, je mets du temps en fait à intégrer, à intégrer ou en tout cas à me dire c'est pas acceptable, tu vois. Je pense qu'il y a des choses que j'ai acceptées dans la multinationale, que tu vois, ce que je raconte quand j'en suis partie, quand je revois ça aujourd'hui, je me dis mais c'est complètement dingue. Ouais. C'est sûr. Et là, des choses assez moches, il y avait un turnover assez fort. Alors on est dans les métiers de bouche, donc ça fonctionne beaucoup avec des apprentis. C'est un management, alors c'est même pas un management, mais en tout cas un traitement assez dur vis-à-vis de, tu vois, entre le chef et on parle du chef d'ailleurs dans ces métiers-là. Et alors ça me touchait pas moi, mais je l'observais, je me disais c'est assez moche, assez dur, je pouvais pas faire grand-chose. Et puis à un moment ça s'est rapproché un peu de moi, même assez proche. Et en fait, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je peux pas cautionner ça. Je peux pas cautionner ni vivre ça, en fait. Donc j'ai mis fin. Donc ça a été une rupture conventionnelle. Sauf que, alors même si j'ai décidé tout ça, ça m'a quand même beaucoup affectée. Et oui, parce que je sens qu'il y avait quand même un amour de la boîte. Alors oui, du un attachement en tout cas de ce qui pouvait être fait, même des gens en fait individuellement, sauf que c'est le fonctionnement, le processus, l'inhumanité, je dirais, au travail, qui était tellement dommage en fait. Des personnes qui étaient à la fois des génies, qui étaient des vrais entrepreneurs, j'ai rencontré des vrais entrepreneurs, mais aussi un peu des despotes. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup réfléchir en fait sur le rôle de ces personnes qui sont chefs d'entreprise et qui ont un rôle vis-à-vis de leurs salariés. À tous les étages, ouais, bien sûr. Qu'on soit apprenti ou voilà, au codir comme moi. Donc en fait, je suis partie en ayant décidé ça, mais étant quand même pas mal ébranlée. Donc pendant toute une période où il y a eu des différends quand même entre moi et certaines personnes de l'entreprise, j'ai été moi me faire accompagner. Alors à l'époque c'était pas, je suis pas allée voir des coachs, enfin j'étais allée voir quelqu'un en communication et en fait j'allais en quête de j'ai un problème. Je prenais tout sur moi en fait, je me disais parce que il m'avait un peu fait croire ou je sais pas, je m'étais dit ça fonctionne pas, c'est à cause de moi. Même si autour quand je regardais le système, voilà, tous les gens étaient broyés et partaient, mais moi là je le prenais pour moi parce que c'était mon mode de fonctionnement. Et je suis tombée sur quelqu'un qui m'a fait réfléchir, qui m'a aidée à aller chercher, à assembler des pièces et à me faire comprendre que non, je dysfonctionnais pas. C'était pas toi le problème. J'étais pas le problème. Alors je pouvais avoir un mode de fonctionnement particulier, donc c'est là où j'ai rencontré le chemin du haut potentiel. Aujourd'hui, je sais pas si tu sais, mais j'accompagne un profil particulier de personnes qui sont des personnes qu'on appelle au potentiel, zèbres, anciennement surdouées. Et voilà, des personnes qui sont aussi dans une hyper
Alors, on parle d'hypersensibilité, moi je parlerais plutôt d'hyperesthésie, c'est-à-dire que les sens sont très en éveil. Et moi, je l'ai interprété comme j'ai un problème. Et donc, ça m'a permis, en fait, donc cette espèce de crise un peu, m'a permis d'aller un peu plus explorer. Je pense que j'aime bien me connaître. Et en fait, je suis allée explorer un peu plus qui j'étais. Et de fil en aiguille, je fais des raccourcis, mais je suis arrivée au chemin du coaching, qui m'a, moi, permis de mieux me connaître. Mais je me suis dit, c'est un formidable outil pour finalement permettre aux gens, aller travailler des choses en entreprise au niveau des personnes pour que ça se passe mieux. Parce que finalement, la clé, si on ne se connaît pas soi, et si on ne comprend pas que chacun a un mode de fonctionnement différent, et ça frotte. Et ça frotte en permanence en entreprise et je continue à le voir aujourd'hui. Donc mon credo, c'est ça en fait, c'est d'aider les personnes à être bien avec elles pour être mieux avec les autres et après faire ce qu'elles ont envie de faire dans la vie, quoi. Alors, du coup, il y a eu quand même un petit changement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que tu ne te sentais pas l'âme d'une entrepreneur et que tu avais tenté à un moment donné de devenir entrepreneur, mais que tu as senti que c'était pas pour toi. Aujourd'hui, tu l'es, tu es entrepreneur, tu as décidé d'être entrepreneur dans le coaching. Qu'est-ce qui a changé par rapport à cette première fois où tu le sentais pas ? Alors même, tu vois, quand tu le dis, et je continuerai à dire, je me sens pas entrepreneur parce que je décrivais l'entrepreneur comme celui qui aime conquérir et développer. Moi, j'avais envie de créer une activité qui me ressemble, qui ait du sens pour moi, qui soit utile. Mais j'ai pas des velléités d'expansion, j'ai envie d'avoir de l'impact, mais mon impact à moi, il est très, il est très au niveau de l'intime, de l'individu. Ouais. Il est très dans le concret, dans le quotidien, dans le réel. Quand parfois des entrepreneurs voient grand, voient loin, alors ça n'empêche pas d'avoir une vision d'un monde en harmonie où chacun se connaît à sa juste place. Mais j'ai pas des plans de conquête en fait, comme beaucoup d'entrepreneurs. Mais c'est quelque chose que je valorise, l'entrepreneuriat. J'admire et je suis entourée d'entrepreneurs. J'en accompagne beaucoup, notamment des chefs d'entreprise. Alors pour le coup, qui se sont cassés la figure dans l'association 60 000 rebonds. Et je vois que je suis pas de cette trempe-là. Alors moi, je parle d'entrepreneur, mais je parle d'entrepreneur dans le sens que juridiquement parlant, tu es entrepreneur. Mais tu as raison. Donc il faut que c'est un côté de moi que j'assume peut-être pas encore. T'as raison. J'en suis. Ça fait que 3 ans. Donc effectivement, il faut décider à un moment donné. Donc il y a un côté, j'ai entrepris dans le sens où j'ai décidé de créer l'activité qui me correspond. Donc ça, alors je dirais, beaucoup parlent de déclic, moi j'ai jamais eu de déclic, puis quand je le décris, tu vois, assez longuement, c'est un cheminement. Pour moi c'est un vrai cheminement, j'ai pas l'impression de m'être transformée il y a beaucoup de gens qui disent, ça avait rien à voir ce que je faisais, pour moi tout a encore à voir en fait. Tout est lié, ouais. C'est-à-dire que tout ça m'a construit, aujourd'hui je rencontre des gens différents, donc je suis toujours dans cette ouverture qui me caractérise d'avoir envie de découvrir plein de gens, plein d'univers différents et de pas être expert d'un sujet en fait. L'expertise me faisait peur, je crois. J'avais pas envie de m'enfermer dans un truc et d'être expert. Alors, t'avais une appréhension à devenir entrepreneur, entre guillemets. Ouais. Est-ce que tu as été confrontée à des difficultés, alors qu'elles soient personnelles, intérieures ou totalement administratives ou autres ? Alors, beaucoup plus intérieur et je suis pas coach pour rien. Je sais que les freins, les blocages intérieurs sont nombreux et donc j'en ai vécu et j'en vis encore moi-même. On n'est jamais vraiment sorti de tout ça. Ça s'arrête jamais, ouais. Ça s'arrête jamais. Donc oui, des freins. Tu vois, même là, quand je t'en parle de dire entrepreneur, moi je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, donc créer une boîte. Donc j'ai eu tous ces freins-là, ce qui fait que ça a aussi déterminé mes choix. Moi, je suis aujourd'hui dans une coopérative on appelle ça coopérative, CAE, coopérative d'activité et d'emploi. Donc c'est une coopérative où en fait plein d'entrepreneurs se retrouvent autour de valeurs. J'avais envie à la fois d'être indépendante, de créer l'activité qui me ressemble, mais je voulais pas être seule. Et dans l'entrepreneuriat, en tout cas au début, c'est ça que je voyais. C'était ce côté c'est le cas. Pionnier. Et je me sens pas une âme de pionnière, partir, tu vois, conquérir. Ouais. Donc j'ai choisi ça.
Et c'était aussi le truc, j'avais envie de commencer et de faire, de coacher, de faire mon métier et pas de commencer à faire de la paperasse et de l'administratif. Bien sûr. Le truc qui me barbe et encore aujourd'hui, donc je suis dans une coopérative qui fournit ce service-là. D'accord. Donc j'ai un statut de salarié, donc il y a aussi le côté sécuritaire. Hein. Je venais de 15 ans de salariat, donc ça me rassurait, ça me correspondait bien, et 3 ans et demi après, ça me correspond toujours. Financièrement, c'est pas voilà, et c'est là aussi où peut-être, alors j'ai une image peut-être de l'entrepreneuriat, la personne qui veut gagner de l'argent. Moi, j'ai envie de gagner ma vie, suffisamment pour vivre, d'être reconnue pour ce que je fais, mais j'ai pas des ambitions de toujours plus, voilà. Donc c'était pas peut-être que voilà, dans 5 ans je te dirais bon écoute, il y a trop d'argent qui passe dans la coopérative, mais tu vois, l'année dernière j'ai fait beaucoup de bénéfices, et 50% de mes bénéfices sont redistribués aux entrepreneurs. Alors juste, moi je rebondis sur ce que tu dis. Tous les entrepreneurs ne veulent pas faire de l'argent. Je suis entrepreneur, mon but c'est comme le tien, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vivre normalement, mais voilà, je pense que l'entrepreneuriat, surtout quand on est freelance entre guillemets comme toi, comme moi, toi avec le salariat c'est un peu différent, mais je veux dire en général les filles qui sont dans le réseau sont freelance, et c'est vrai que il faut déjà travailler quand même beaucoup pour se sortir un salaire qui nous permette de vivre. Après, effectivement, quand tu prends un autre niveau, que tu embauches, etc., là, effectivement, les enjeux sont différents. Mais voilà, c'était juste une petite aparté. Oui, mais tout à fait, hein, il y a différents. Mais il y a quand même un moment, et quand je dis faire de l'argent, c'est pas forcément faire de l'argent pour soi, mais des fois, il y a faire de l'argent pour développer. Oui, et puis c'est pas forcément négatif. Bien sûr. Et moi, je suis pas, ou alors pas encore, peut-être dans cette logique-là, où pour l'instant, j'ai surtout envie de faire mon activité, tu vois, de le faire bien, voilà, il y a un rapport pour l'instant, c'est pour ça que je parle d'indépendance, et je suis pas au stade, et peut-être que j'y serai jamais en fait. Alors t'as quand même passé un stade, parce que tu me disais tout à l'heure que tu venais de prendre un local commercial. Ouais, c'est vrai. Donc ça déjà, moi typiquement aujourd'hui, j'en suis pas capable, tu vois. Donc t'as quand même passé un step. Je passe un cap là, effectivement, et je le mesure peut-être pas bien encore de ce que ça peut faire identitairement et de ce que ça va impliquer pour mon activité, effectivement, parce que c'est un local alors qui va me servir, mais que je vais aussi louer, ou mettre à disposition. Donc ça suppose des interactions différentes et peut-être une posture différente pour moi, parce que je vais pas être toute seule. Les responsabilités vont être autres. Donc tu as raison, peut-être que le côté entrepreneurial va venir avec ça plus que par l'expansion de l'activité. Donc ça c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est moi je le mets au même plan que d'embaucher, tu vois, de prendre un local. C'est vraiment un investissement. Alors déjà un investissement financier que tu n'avais probablement pas fait jusque-là, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs. Parce que c'est vrai que tant que t'as pas de local, tant que t'as pas de matériel, je pense à nos pâtissières qui ont du matériel pour travailler et un gros investissement financier à faire pour ça. C'est vrai que nous, à part avec notre ordinateur et notre téléphone, on n'a pas besoin de grand chose d'autre. Mais tu as raison, et c'est peut-être le premier acte entrepreneurial que je fais, parce qu'il y a une prise de risque financière. Et oui. Et dans l'entrepreneuriat, il y a ça. Je le mesure avec les chefs d'entreprise que j'accompagne qui ont subi une liquidation judiciaire. Il y a cette notion de prise de risque financière. Est-ce que tu peux dire aux personnes qui nous écoutent quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat alors dans l'entrepreneuriat entre guillemets. Oui. Alors je pense que c'est là. Alors moi j'avais mes freins intérieurs, mais je pense que j'ai jamais, au fond de moi, je pense que je me suis toujours écoutée. Et je pense qu'il faut s'écouter. Une de mes compétences et qui est très utile en coaching, c'est l'intuition. Et je pense que je lui donnais pas beaucoup de crédit à l'intuition, parce que la société donne pas beaucoup de crédit à l'intuition, mais je pense que je l'ai toujours écoutée. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai toujours fait parce que je l'ai choisi. Et parce que c'était ma petite voix intérieure. Donc je dirais à tous ces gens, en fait, quand l'envie elle est là, quand il y a un truc à l'intérieur qui vous dit faut y aller, faut y aller en fait. Et puis voilà, faut s'écouter, on se plante, on repoussera ailleurs. Il n'y a pas d'échec.
Non, il n'y a pas d'échec en fait. Moi, c'est ce que je me dis. Tu vois, quand tu me disais c'était trop, en fait, je crois qu'il n'y a pas de trop, il n'y a pas de pas assez. On vit des choses, on apprend de ces choses-là et puis, on fait notre chemin. à certains moments de notre vie, on n'est pas capable d'accepter plus que ce qu'on vit. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que des fois, il y a un bon moment en fait. Ouais, c'est de se dire, cette histoire de quand timing. les gens sont pas prêts, à la fois il y a la petite voix, mais des fois elle est là. Moi, je pense qu'elle est là depuis longtemps, mais elle s'était pas exprimée pleinement. Et c'est pas grave en fait. C'est au moment où, comme tu dis, c'est moi quand j'ai quitté cette boîte, c'était viscéral en fait. Je pouvais plus. C'était un non. Non, je veux plus de ça. Quoi. Je veux autre chose. Donc je pense qu'on le sait. Faut juste se laisser s'écouter en fait. Tu connais le réseau depuis super longtemps parce que... Au début. Bah ouais, t'étais même pas entrepreneur à l'époque puisque on se connaît grâce à l'école de nos enfants. C'est ça. Qu'est-ce que ça t'apporte de nous avoir rejoints ? Alors, pour moi, tu vois, c'est typiquement les rencontres, la manière dont je fais du réseau, enfin, où je n'en fais pas, mais qui en est quand même, c'est la manière dont on s'est rencontrés, c'est des affinités, en fait, et après se créent des choses. Et donc, quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé de cette idée, tu l'as fait, donc pour moi, t'es une vraie entrepreneur, t'as une idée, t'y vas. Et voilà, il y avait une affinité, et je me suis dit, bah oui, je te suis. Pourquoi pas, quoi. Parce que moi, j'essaye d'aller là où je suis bien, là où ça connecte avec les personnes, là où il y a des valeurs en commun. Donc j'avais pas trop de doutes, en fait, sur ça. Alors après, ça a pris une ampleur, maintenant il y a plein de monde. Donc au début, il y avait ce côté, j'allais dire, très, très intimiste, en fait, où c'était un tissu de personnes qui se retrouvaient sur des valeurs. Donc ça m'apporte des rencontres, ça m'apporte ce que mon métier aussi m'apporte. Enfin, je trouve que c'est un réseau qui correspond bien à ma manière de fonctionner, où il y a aussi il y a une certaine liberté, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses et on prend ce qu'on a envie de prendre, on apporte ce qu'on a envie d'apporter. Ça, c'était important pour moi. Ça, c'est important. Il y a des réseaux qui sont alors intéressants aussi, mais qui sont très normatifs. C'est-à-dire, il faut y aller toutes les semaines, voilà. Là, il y a une certaine liberté et c'est chouette. Je trouve que ça représente bien la manière dont je fais mon métier. Et globalement, moi, j'ai rencontré que des personnes chouettes. Enfin, alors maintenant, ça grossit, je connais pas tout le monde. Non, c'est sûr. Moi non plus. Mais globalement, moi, j'ai rencontré plein de personnes chouettes. Et c'est un peu comme dans ma coopérative, tu vois. On est 200 entrepreneurs de divers horizons, de divers métiers. Mais il y a cette espèce de communauté de valeurs, d'envie de bien faire, de faire déjà aussi, d'être soi et d'être ensemble. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter ? Une dernière chose à ajouter, c'est dur. C'est la question que tu devrais envoyer avant qu'on prépare. Alors à la fois, tu vois, je me disais, je vais pas être confortable ce matin parce que c'est plutôt moi qui pose les questions d'habitude et j'ai pas l'habitude et je me retrouve à parler pas mal. Donc merci je suis assez touchée j'écoute le podcast et je suis toujours très touchée par les femmes qui témoignent. C'était un exercice intéressant pour moi et je me dis faut des fois pas être préparé. Moi j'aime bien être préparée là. Non, tu vois, t'avais rien préparé et c'était parfait. Voilà. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Delphine. Merci Emma. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!